50 000 € de dons en 2 semaines. Et bien voilà, grâce à vous, on y est arrivé. Tocsin vivra, Tocsin verra avec vous. Merci à tous, merci de nous avoir soutenus, merci pour tous ces dons. Merci pour tous ces dons en si peu de temps. Et voilà, vous êtes maintenant, vous faites partie des résistants du Tocsin et vous avez voulu qu'on aille plus loin. Et on va aller plus loin, évidemment. On va prolonger notre cagnotte Tipeee pour mettre en place cette newsletter, la newsletter du soir, Tocsin matin, Tocsin soir. 2 rendez-vous avec vous, le matin et le soir. On continue la résistance toute la journée. On va d'ailleurs mettre en place un groupe de résistance sur Telegram, si vous le voulez bien. Et puis évidemment, le magazine, La Trace écrite, puisqu'évidemment, la résistance se fait aussi par l'écrit, vous le savez bien. Voilà, si vous voulez bien continuer ces objectifs avec nous, on vous attend. Et encore merci évidemment à tous les soutiens de Tocsin, à tous ceux qui ont entendu l'appel du Tocsin et qui sont derrière nous maintenant pour cette belle aventure. Merci à vous. Bonjour à tous et bienvenue sur Tocsin Média et je suis très très heureuse d'être aujourd'hui à Rambouillet dans les locaux de Jean-Frédéric Poisson. Bonjour Jean-Frédéric Poisson. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Merci à vous. Je le rappelle à tous, vous êtes président du parti VIA, la voix du peuple. Et ce peuple justement, on va commencer par ça. On va en parler du peuple français qui n'est finalement pas si bien représenté. D'abord on sent une tension depuis les Gilets jaunes, un manque de reconnaissance. Gérald Darmanin a dit il y a peu de temps qu'il fallait retrouver la boussole populaire. Bon, alors c'est beaucoup de mots, mais la vérité c'est que dans les élections présidentielles, on voit bien abstention très forte, et puis un président qui peut-être lui-même a les pieds et les mains liés par l'Europe. Donc aujourd'hui, finalement, vous qui êtes le président du parti La Voix du Peuple, où est cette voix du peuple ? Elle est un peu... D'abord, le paradoxe, c'est qu'elle s'exprime de manière vive, oui, mais qu'elle est ignorée. Et je pense que l'exaspération dont beaucoup de nos concitoyens sont le sujet, qui est la mienne aussi, elle vient du fait que il y a très très clairement, depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir, une concentration inédite des pouvoirs de décision dans les mains du chef de l'État et d'un petit groupe de personnes dont on ne sait jamais très bien qui c'est. Je prends pour exemple ce Conseil de défense qui a été réactivé pendant la crise sanitaire de 2020. Et depuis, on ne sait pas ce qu'il dit, on ne sait pas ce qu'il décide, on ne sait pas très bien qui y siège, il n'y a pas de compte-rendu, il n'y a pas de contestation, tout ça se fait dans une opacité totale. Quand les choses se font de manière plus habituelle sur le plan institutionnel, on se rend bien compte que l'utilisation à répétition de l'article 49.3 de la Constitution au Parlement, alors ça n'empêche pas le débat. On ne va pas dire qu'il n'y a pas de débat formellement, mais c'est un débat précisément qui n'a de débat que le nom, puisque en réalité, il y a des gens qui s'époumonnent, qui sont des parlementaires, de quelque part qu'ils soient, d'un côté, et puis d'un autre côté, le gouvernement qui s'en moque et qui, de toute façon, par le jeu des majorités, ou plutôt une absence d'opposition majoritaire, continue de faire passer ces textes. Et cette situation-là... Et on a vu que c'était pas fini avec le 49.3. Il y en a un prochain qui est annoncé pour la loi immigration. Il y en aura de toute façon tout au long du quinquennat. Tant que la répartition des sièges à l'Assemblée nationale sera ce qu'elle est, je ne vois pas comment le gouvernement peut faire l'économie de cet article. Alors, j'entends des discours qui disent les ordonnances, ça n'est pas démocratique, le 49.3, c'est pas démocratique. Si, c'est démocratique. C'est inscrit dans les institutions et personne ne peut dire qu'il y a un viol de la loi en l'espèce. Mais précisément dans la situation où nous sommes, d'extrême tension intérieure comme extérieure, on gagnerait, je pense, à mobiliser davantage les représentants des nations, qu'ils soient politiques ou des corps intermédiaires, pour essayer de trouver les solutions qui conviendraient à tous. Je pense en particulier au conflit russo-ukrainien, où effectivement la France fait partie en réalité des belligérants, alors qu'à aucun moment le président de la République n'a souhaité respecter l'article 35 de la Constitution et aller devant le Parlement pour demander l'autorisation d'entrer dans ce conflit, et nous sommes de fait entrés dans ce conflit. Donc tout ça produit un climat dans lequel les Français, ils sont représentés formellement, il y a des élus à l'Assemblée, il y a des élus au Sénat, il y a un gouvernement, un chef de l'État qui est élu, tout ça formellement est respecté, mais on sent bien que le climat de débat, d'échange, de co-construction, comme on disait naguère, n'est absolument pas présent dans toutes ces décisions, et ça provoque chez les Français beaucoup de colère, le sentiment d'être absolument pas entendu, encore moins d'être écouté. Et pour finir, j'ajoute que la ligne gouvernementale qui consiste en fait à faire du blabla plutôt que d'agir, ajoute encore au mépris, à l'exaspération des gens.
Donc il y a, je crois, un climat qui est très délétère, très dangereux pour nos institutions, et qui se traduit, comme vous l'avez très bien dit, par une abstention massive à toutes les élections. À toutes les élections. Oui. Les élections municipales de 2020 les élections présidentielles sont les élections phares, on le sait bien. Donc, mais que l'abstention soit massive à ce moment-là est absolument symptomatique. Bien sûr. Mais après, on a vu en effet qu'il y avait une absence générale. Quand on regarde l'évolution, enfin tout le monde le sait, j'enfonce une porte ouverte, mais c'est bien de le rappeler à ce stade, l'abstention moyenne à tous les scrutins que connaît notre pays va croissant année après année. Et je pense, et nous, partis politiques, et c'est vrai, je crois, pour tout le monde, nous peinons maintenant à trouver un peu partout des candidats parce que il y avait déjà chez les Français une forme de réserve à l'égard de l'action politique en général ou de l'engagement politique. Le spectacle absolument hallucinant auquel nous assistons de manière répétitive, en particulier au Parlement, qui est un peu l'avant-scène de la vie politique française, n'incite évidemment pas les concitoyens de bonne volonté à s'engager, même pas dans leur conseil municipal, ce qui provoque, là encore, beaucoup de déficits de qualité, de représentation, donc d'action et de qualité d'action, y compris dans les communes. Donc vous voulez dire que finalement, on a encore les institutions d'une démocratie, mais finalement, elles ne sont là que pour jouer un spectacle, on va dire, de démocratie, plus qu'un véritable jeu de contre-pouvoir politique. Quand je suis entré en politique, il y a une trentaine d'années maintenant, l'élection servait à la fois à désigner celui qui peut légitimement exercer l'autorité, en même temps qu'elle était une approbation du projet de celui qui était élu. Donc on légitimait à la fois la personne élue et son projet politique. Oui. Dans le contexte où nous sommes, pour des tas de raisons, eh bien, l'élection ne légitime plus que le pouvoir de celui qui est élu d'exercer la responsabilité politique. On est en situation de plus en plus, y compris dans les communes, de relégitimer sans cesse auprès des citoyens la validité du projet politique parce que les citoyens sont bien conscients du fait que le monde est extrêmement variable, qu'on ne fait pas toujours ce qu'on veut dans la vie personnelle comme dans la vie politique, et c'est encore plus vrai aujourd'hui. Et donc il y a cette nécessité pour les responsables politiques de revenir sans cesse devant l'opinion publique pour être sûr que les grandes orientations du projet sur lequel il a été élu sont validées par le peuple. Et c'est pour ne pas faire cet exercice de validation constante qu'effectivement il y a des distorsions terribles entre le peuple et ses représentants. Sans compter que, évidemment, il y a la mécanique à laquelle on assiste souvent, qui est qu'on ne respecte pas les engagements qu'on prend, et alors là, le macronisme institutionnel en est un exemple presque parfait. Mais par ailleurs, même quand on n'est pas en situation de faire ce qu'on avait envisagé, qu'on a commencé à le faire et qu'on se rend compte que ça n'est pas possible, et encore une fois, ça arrive dans la vie personnelle comme dans la vie politique, comme on ne prend pas le temps d'expliquer pourquoi on a des difficultés, quelles sont ces difficultés, et d'appeler à l'aide d'une certaine manière, y compris, la bonne volonté. Oui, avoir un discours de vérité, finalement. Exactement. Eh bien, ça accroît encore l'incompréhension et ça écarte, ça éloigne le peuple de ses représentants. C'est le contexte dans lequel nous sommes. Les pouvoirs publics devraient s'en préoccuper. Ils ne s'en préoccupent pas, et donc tout ça se cristallise, se crispe de plus en plus, jour après jour. Mais en fait, on vit une espèce de période paradoxale, parce que vous l'expliquez vous-même, on a un président qui a aujourd'hui des pouvoirs très forts. On le voit dans son application au Parlement du 49.3, on le voit dans le rôle, le fait qu'il impose sa propre volonté au peuple sans le consulter, et notamment sur la politique internationale dont vous parliez. Et cet homme fort, c'est ce que justement je crois que le peuple désire aujourd'hui. Il désire un homme fort qui décide enfin, qui reprenne les choses en main. Donc on a ce paradoxe aujourd'hui d'avoir un homme qui, en tout cas, a les attraits du pouvoir fort, mais qui en même temps n'arrive pas à imposer une politique forte qui puisse sauver la France. La France est un pays monarchique. Le peuple français a coupé la tête du roi un matin de janvier 1793, je pense qu'il s'en est jamais remis, et que, en définitive, on cherche toujours des figures fortes pour exercer un pouvoir qu'on veut concentrer, et les Français ne sont pas choqués par ça. D'autres peuples le sont davantage, mais pas les Français. Ce qui explique d'ailleurs que nous sommes dans des logiques majoritaires et non pas de coalition, c'est vrai au Parlement, ce qui explique que nous avons malgré tout une vision pyramidale, en tout cas, c'est vrai plus à droite qu'à gauche, mais c'est quand même vrai un peu à gauche aussi, de l'exercice des responsabilités, et on a une conception de la politique qui est très orientée ou très dominée par l'idée qu'il y aurait une personne qui serait en charge, en réalité, de l'État, qui serait, à la fin du compte, seul à avoir cette charge. Même donc pour le moment, on est d'accord que finalement Emmanuel Macron... sous ce rapport, il répond au cahier des charges. Oui. Mais
Et c'est là que la sagesse de la Constitution de la Ve République doit être considérée dans toute son ampleur. Le général de Gaulle, Michel Debré, les rédacteurs de la Constitution du 4 octobre 58, ont voulu justement, prenant en compte l'émergence quand même d'une modernité que personne ne peut contester, la volonté des peuples d'être associés aux décisions qu'ils concernent, au fond, ont équilibré ce pouvoir du chef de l'État par justement la présence d'un gouvernement qui est chargé de conduire la politique de la nation, c'est ce que dit la Constitution, et d'un Parlement qui peut destituer le Parlement à tout moment. Le Parlement lui-même pouvant être dissous par le chef de l'État. Donc cette espèce de triangulation, elle est l'équilibre de la Constitution française, elle repose sur à la fois un pouvoir fort, mais qui est conscient du fait que l'exercice de la force doit être contrebalancé par des contre-pouvoirs réels. Il y avait un très beau slogan publicitaire il y a quelques années, je crois d'une marque de pneus américaine qui disait « Sans maîtrise, la puissance n'est rien ». C'est un très beau sujet de dissertation de philosophie d'ailleurs, ça pourrait faire un beau mémoire de maîtrise. Mais sans maîtrise, la puissance n'est rien. Et cet équilibre-là, cette balance par les contre-pouvoirs parlementaires des pouvoirs du chef de l'État est la recette de la Ve République. Mais évidemment, cette constitution de la Ve République n'est pas faite pour tout le monde et visiblement, le pyjama est un peu trop grand pour un certain nombre de dirigeants. Oui, donc ça, on revient à ce qu'on expliquait tout à l'heure. Alors, on a aussi un autre questionnement autour d'Emmanuel Macron et de sa gouvernance. C'est finalement, quelle politique mène-t-il ? Et mène-t-il une politique pour la France ou une politique, comme je disais tout à l'heure, pieds et mains liés de l'Europe ? Et finalement, est-il vraiment volontaire de la politique qu'il mène ou finalement, est-ce encore quelque chose qui lui est imposé d'au-dessus ? Il y a un projet politique dans la tête d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron est un néolibéral. C'est un néolibéral parfaitement assumé. Comme tous les néolibéraux, il croit dans la puissance de l'argent. Il considère que la relation de commerce est celle qui surpasse toutes les autres. Mais ça, c'est pas politique. C'est pas de la pure politique. C'est complètement politique. Lorsqu'il était ministre de l'économie et des finances, le premier texte de loi qu'il a présenté au Parlement en janvier 2015, la loi dite de modernisation de l'économie, ce qu'on appelait la loi Macron à l'époque, on l'appelle d'ailleurs toujours comme ça, comprenait par exemple la vente des aéroports de Toulouse et de Nice aux Chinois, l'introduction de capitaux privés dans le tour de table de l'établissement français du sang, ce qui n'était jamais arrivé, donc une forme de marchandisation de la santé qui est exactement pas la tradition française, la libéralisation des auto-écoles, et un certain nombre de mesures qui en fait commençaient à faire sauter un certain nombre de choses qui sont le modèle français, c'est-à-dire cet équilibre, encore une fois, entre l'autorité de l'État et la liberté des acteurs. La mission protectrice de l'État et la possibilité pour chacun de développer son propre projet. Cet équilibre-là est français. La France n'est pas un pays libéral. Ça se saurait. Depuis le temps, on l'aurait découvert. Et donc il mène sa politique. Ah oui, je pense qu'il a un projet politique et que le projet politique est assez simple à décrire. Il n'est pas forcé, couteau dans le dos, par... Non, je crois que ça c'est une fable. Vous savez, quand on regarde l'étendue des prérogatives qui restent entre les mains des parlements nationaux, les parlements nationaux décident de la politique pénale, de la politique de santé, de la politique sociale, de la politique de prévoyance, de l'organisation de l'État, de l'organisation du territoire, des moyens de défense, de la diplomatie. Enfin, ça fait beaucoup quand même. Hein. Oui, enfin, vous avez donné des domaines comme la santé qui sont plus ou moins grignotés tous les jours par la Commission européenne. Ils sont grignotés parce qu'on les laisse grignoter. Et l'international aussi, on le voit avec ce qui se passe en Ukraine. Ils sont grignotés parce qu'on se laisse grignoter. Mais je suis désolé, autant, pour prendre un exemple tout à fait précis, nous avons voté dès l'été 2012 au Parlement, ça fait déjà quelques années, une loi sur le harcèlement, la pénalisation du harcèlement, parce que pour des raisons que je ne détaillerai pas ici, de censure constitutionnelle, l'article sur le harcèlement avait été retiré du code pénal parce qu'il était censuré par le Conseil constitutionnel. Bien, il a fallu voter en urgence un texte. On a dit à l'époque que c'était nécessaire de transcrire la directive européenne c'est pas un problème de directive européenne, c'est un problème de nature humaine. C'est interdit de harceler, on ne le fait pas parce que l'Europe nous le demande. Il se trouve, l'Europe nous le demande pourquoi ? Parce qu'elle repose, pour une grande partie, sur une conception de la nature humaine et de la personne humaine et des rapports entre la personne humaine et l'État, qui est celle historiquement de la France, pas que de la France. Mais enfin, on est assez à l'aise avec le fait que l'Europe nous dit c'est pas bien de harceler, ça ne choque pas nos traditions. Oui. Mais il y a d'autres moments, vous le savez très bien, où l'Europe va complètement à contresens de ce qui fait partie de notre culture française, et on va y arriver. Je suis parfaitement d'accord. Néanmoins, il y a tout à fait moyen de résister à ces directives, à ces règlements. Il y a même moyen de les adapter, de les modifier. On y reviendra sans doute tout à l'heure. Je prétends que, bien sûr, le fait que nous ayons signé des traités
nous oblige à les respecter. Les pactes doivent être respectés, c'est un vieux principe du droit latin. On les a signés, on les a pas votés, mais bon, c'est encore notre problème. Le président de la République française a le droit de signer les traités tout seul, ça fait partie de ses prérogatives. Ils ont été ratifiés, cela dit, par le Congrès ou par le peuple, même RICRA qui est dans des conditions contestables, mais formellement, là encore, ça s'est fait. Je le regrette parce que je me suis bagarré à chaque fois contre, mais c'est ainsi. Et en tout état de cause, si jamais il y avait la moitié du commencement du nombre de résistance des pouvoirs publics français à ce que demande de temps en temps la Commission européenne ou ce que vote le Parlement, on n'en serait pas là. Et c'est parce que nous avons abdiqué notre capacité de résistance, tant au Parlement européen que devant des instances de la Commission et de l'exécutif européen, que nous sommes dans cette situation. Il y a parfaitement moyen de faire autrement, c'est une question de volonté, comme souvent. Alors, on va revenir sur les moyens de faire autrement. Mais d'abord, justement, cette résistance, cette abdication, comment vous l'expliquez ? Vous dites, finalement, on devrait être plus éveillé que ça, plus résistant. Aujourd'hui, on est complètement endormi. Et on peut le sentir, je veux dire, même sur les réseaux, il y en a beaucoup qui nous disent, il y en a marre de cette révolte sur les réseaux. Il est temps de se réveiller et vraiment de faire quelque chose. Et on a ressenti aussi cette déception à la fin des Gilets jaunes, de certains qui se disaient, enfin, les choses vont changer, mais non, finalement, on est revenu dans le train-train. Politique. Oui, c'est assez vrai. D'ailleurs, ça fait partie de mes interrogations personnelles. Je me demande jusqu'à quel point les Français vont supporter ce qu'on leur impose. Et je suis extrêmement surpris de l'atonie dans laquelle toutes ces politiques se déploient. Et peut-être arrêtons-nous un peu sur les politiques qui sont déployées, qui peuvent aller contre les Français progressivement. Il y en a 150 000. Oui, mais on peut prendre quelques domaines. On l'a vu pendant la période du Covid, notamment, perte de liberté fondamentale. C'est un excellent exemple. Et comme je dis de temps en temps, la dernière fois que j'avais signé une autorisation pour me donner le droit de sortir, c'est quand j'étais au collège et que j'imité la signature de mes parents pour expliquer qu'il fallait que je m'absente l'après-midi. Vous imitiez la signature de votre qui ne l'a pas fait. En tout cas, les mauvais garçons comme moi l'ont fait. Ça, c'est certain. Mais enfin, je l'avais pas fait depuis que j'avais l'âge de 14 ans. C'est une affaire d'adolescent, cette affaire. C'est pas un acte adulte. S'autoriser, enfin, vous vous rendez compte, 2 secondes de distance par rapport à ça, je m'autorise à sortir de chez moi. Enfin, faut quand même arriver à un degré de passivité extrêmement étonnant qui s'explique par la peur, la manipulation. Il y a plein de facteurs, on avait évoqué ça tout au long de la crise sanitaire. Regardez ce qui se passe sur les prochaines occurrences de la censure qui va s'installer sur les réseaux sociaux avec la bénédiction du gouvernement français qui avait d'ailleurs fait voter une loi au Parlement qui a été retoquée par le Conseil constitutionnel, la fameuse loi dite Avia, du nom de ma collègue parlementaire de La République En Marche à l'époque qui l'avait portée. Regardez ce qui est en train de se mettre en place sur les restrictions et ce qui sera demain le passeport énergétique européen. Regardez la manière dont, pendant toutes ces crises, ont été rabotées un certain nombre de libertés, celle de travailler, celle de faire du commerce, celle de bénéficier de son emploi, celle de se réunir, celle de manifester, enfin tout ça a été suspendu ou atténué, et je ne parle même pas de la liberté de culte qui a fait que, via la voix du peuple, nous sommes aujourd'hui, est allé dans le Conseil d'État pour la faire rétablir par voie de droit. Donc, et la sécurité. Là, on est sur le régalien. Oui. On n'est pas dans une perte de liberté, on est dans une perte de sécurité. Mais ça fait quand même partie d'un des premiers contrats. Les deux. Le drame, c'est que nous avons collectivement considéré, alors passivement peut-être, en tout cas ça n'a pas été ça non plus décidé par le peuple français, mais nous avons considéré que un peu de sécurité valait une privation disproportionnée de liberté, ou une suspension des libertés. C'est un mauvais calcul. Ça ne se passe jamais comme ça, et en réalité, il faut faire très attention lorsqu'on commence à restreindre des libertés de manière formelle avec l'aide du système de droit. Il n'est pas sûr que les libertés qui ont été restreintes retrouvent ultérieurement leur pleine étendue. C'est l'effet cliquet. C'est le fameux effet cliquet. Exactement, c'est tout à fait ça. Ou alors il faut une énergie considérable pour débloquer le cliquet, bien entendu. Et c'est la situation dans laquelle nous sommes. Donc au fond, nous voyons bien que, encore une fois, sous les dehors de préservation des capacités de consommation qui s'est faite à coups de milliards, ce sont les générations futures qui paieront la dette, parce qu'il va bien falloir la payer un jour. Ou alors, l'appurement de la dette sera négocié contre, évidemment, une restriction, encore une fois, d'un certain nombre de droits, d'un certain nombre de libertés et des programmes qui nous seront imposés par des gens qui ne sont pas élus pour ça, et qui ne sont pas non plus des représentants du peuple français. Donc on est dans une mécanique, je fais partie de ceux qui pensent que quand on ajoute à tout ce qu'on a évoqué, la perspective du passeport numérique et de l'identité numérique européenne, nous allons vers un système de crédit social
à la chinoise, qui s'installe petit à petit de manière très insidieuse, mais dont les linéaments sont posés les uns après les autres. Oui, on voit même, on en parlait la dernière fois dans une récente émission, que les gens font même la queue et sont même parfois volontaires pour des puces sous-cutanées, pour des contrôles, etc. Donc on se dit qu'on a eu un beau lavage de cerveau, ou je ne sais pas, ou un bel endormissement en tout cas. Oui, c'est tout à fait ça. Et il y a de quoi inquiéter quand même. Ben, c'est évident. C'est comme ça rejoint ce que vous évoquiez tout à l'heure sur la question de savoir pourquoi on n'est pas critique autant qu'il le faudrait sur la question européenne. Et bien sur la science, c'est la même chose. Je crois que globalement, les gens peinent à imaginer que les gouvernants puissent leur vouloir du mal. Mais les gouvernants qui veulent du mal à leur peuple, ça existe. L'histoire en regorge, il y a des centaines d'exemples. Et là, ce qu'ils ne voient pas, c'est que nous sommes entrés dans une période dans laquelle deux énormes masses se font face. Alors avec la situation des BRICS, ça va un peu évoluer sur le plan international, on en parlera peut-être tout à l'heure. Vous parlez de quoi, ces masses ? Je parle de la bagarre entre l'islam conquérant d'un côté et le capitalisme matérialiste de l'autre côté. Ces deux blocs se font la guerre. Ils se font la guerre sur le dos des traditions humanistes comme la nôtre. Et quand ils auront fini de détruire la tradition humaniste, alors ils se feront la guerre l'un contre l'autre. Cette thèse était développée par des sociologues dans les années 90 qui voyaient ça venir. Et je pense que nous avons, nous, Européens, un rôle particulier. Alors, dans mon esprit, alors ça va peut-être pas plaire à tous vos auditeurs, ou en tout cas ceux qui nous écouteront un peu plus tard, les Russes font partie de l'Europe, de mon point de vue. Du point de vue culturel, c'est absolument évident. Les Européens devraient exercer cette très belle mission de continuer à défendre la tradition humaniste et notre vision de la personne humaine, qui est la conception gréco-judéo-chrétienne, pour dire les choses rapidement, à la face du monde, et avoir la possibilité de le faire avec le plus gros pays mondial qui est celui de l'Europe réuni, avec la puissance de feu qui est la nôtre, exactement. Ça devrait être une très belle mission, d'être un point d'équilibre entre ces deux masses qui s'affrontent, et à l'intérieur de la masse capitaliste, désormais les États-Unis, avec la Chine sur le dos de l'Europe, parce que c'est exactement ce qui est en train de se passer. On a renoncé à cette mission. C'est dommage. Et nous en voyons tous les jours les effets, et parce qu'on a oublié que ça pouvait être notre rôle, alors on ne voit pas pourquoi. La défense des individus, de leurs droits, le fait d'être un peu plus libre en étant un peu plus pauvre. Après tout, c'est un beau projet politique. Est-ce qu'il vaut mieux être riche et pas libre, ou un peu moins riche et complètement libre ? C'est un sujet. Puis surtout, je vais vous dire, un peu plus riche, on n'est pas un peu plus riche aujourd'hui, contrairement à ce qu'on nous dit. C'est comme le déshonneur et la guerre de. Oui, exactement. Vous avez le déshonneur et la guerre. Voilà, on a les deux. On est plus pauvre et moins libre. Donc comme ça. Mais je pense que la raison, c'est que nous avons abandonné le projet humaniste qui était le nôtre, et on laisse se faire dépouiller en réalité notre socle culturel. Est-ce qu'on n'a pas tout simplement perdu un peu de notre propre conscience, Si, bien sûr. Notre possibilité de réflexion, tout simplement aussi, effarés que nous sommes tous devant les réseaux sociaux, les écrans, et les discours de peur. Mais c'est tout à fait évident. Nous sommes les seuls au monde à avoir une crise d'identité. Quand vous regardez le reste du monde, il n'y a pas de crise d'identité. Les Chinois savent parfaitement ce qu'ils ont à faire, les Américains, n'en parlons pas. Les Africains, ils commencent à nous dire qu'effectivement... les Américains, le peuple américain, je pense qu'il y en a qui sont en pleine crise identitaire. Oui, j'entends bien, mais globalement, on ne doute pas ni de la puissance américaine, ni de ce qu'elle doit faire dans le monde, etc. Enfin, la fameuse Manifest Destiny, la destinée manifeste du peuple américain sur le monde entier, ça fait pas de doute pour grand monde. Même si après, les modalités d'exercer cette destinée peuvent varier d'un camp à l'autre. Mais en tout cas, tous ceux qui nous entourent n'ont aucun doute sur ce qu'ils sont, n'ont aucun doute sur éventuellement leur mission et sur leur destin. Nous avons entretenu cette espèce d'autocritique, de dépression. Il y a quelques années déjà, je crois une trentaine d'années, le philosophe Pascal Bruckner avait appelé ça le long sanglot de l'homme blanc. Magnifique livre, précurseur d'ailleurs, pour ne pas dire prophétique, qui mérite d'être lu d'ailleurs par les temps qui courent. Et en fait, pour avoir oublié ce que nous sommes, nous sommes incapables de savoir ce que nous devons faire. Mais c'est pas très étonnant. D'ailleurs, les jeunes d'aujourd'hui ne souhaitent plus avoir d'enfants, parce qu'ils préfèrent finalement qu'on arrive à la fin de notre civilisation plutôt que de nuire comme ils considèrent. Oui, alors là, nous entrons, ça c'est d'autres considérations, on est un peu plus éloigné de la politique, mais enfin pourquoi pas, après tout, on a le temps. Lorsque les religions établies n'ont pas dans la cité le rôle qu'elles devraient avoir, c'est-à-dire une espèce de rôle de surmoi, pour dire les choses un peu rapides, alors des religions de substitution s'installent.
Parce que l'homme ne peut pas vivre sans avoir de destinée qui le dépasse, sans quelque chose qui lui soit transcendant et qu'il ne maîtrise pas, et sans un espoir pour l'avenir. Donc quand les religions ne lui fournissent plus, pour des tas de raisons, il en fabrique d'autres. L'Europe est une religion. L'écologie est une religion. L'Europe d'aujourd'hui est une religion. L'Europe d'aujourd'hui, j'entends bien sûr. On va y revenir évidemment. Les institutions européennes. Et vous disiez tout à l'heure, mais comment se fait-il qu'on n'est pas critique ? Mais parce que, moi, je me souviens très bien, il y a encore récemment de conversations avec des élus de notre pays. L'Europe, ça ne se conteste pas. C'est une foi. C'est comme le fait qu'il faille sauver la planète. C'est une foi. Alors il y a de très belles foi. Je ne mets pas en cause la sincérité de ceux qui disent ça. Je dis simplement que l'exclusivité qui appelle le respect d'une foi, l'absence de critique, c'est pas mon point de vue, parce que les chrétiens sommes habitués à la critique des religions, mais là vous remarquez qu'on ne peut pas critiquer ni l'écologie, ni l'Europe, ni le sport. Ce sont les trois religions contemporaines qui animent le corps social et qui en font, en définitive, qui font le ciment dont les hommes ont besoin pour vivre. C'est malheureux, ce sont trois très belles choses. La défense de l'environnement, la construction d'un projet collectif international et la valorisation de l'activité du dépassement et du sport, c'est magnifique. Oui. Mais ça reste des moyens, ça ne peut pas être des fins. Alors on revient et on renoue avec ce que vous expliquiez tout à l'heure, finalement. Vous disiez, on pourrait déjà, rien qu'aujourd'hui, avec les moyens qu'on a aujourd'hui, et il y en a peut-être d'autres, on va y arriver, résister, on va dire, à l'idéologie wokiste, pour faire simple, et destructrice de notre culture qu'est l'idéologie européenne aujourd'hui. Et vous dites, finalement, on a déjà des moyens de résistance, mais on se laisse grignoter de l'intérieur. En fait, parce qu'on n'a pas cette identité dont vous parlez, que vous venez de défendre. Parce qu'on n'a pas la volonté de le faire, en tout cas, et parce qu'on ne sait pas pourquoi il faudra le faire. Absolument. Oui, donc ayant perdu cette identité, on n'a pas la force, on ne retrouve pas la force. Malgré tout, bon, vous avez votre identité, Jean-Frédéric Poisson, et vous la défendez. Et vous pensez aussi qu'il y a d'autres moyens. Et ça peut aussi, réveiller aussi ceux qui se sentent aussi abattus. Je pense qu'il y a aussi un abattement dans la population. Se dire, de toute façon, on n'a pas les moyens, on ne sait pas comment faire. Une façon de résister et de montrer qui nous sommes au niveau de l'Union européenne. On arrive en plus aux élections européennes. Avec un jeu qui va se mettre en place dans les différents pays, les élections, on voit bien maintenant, on commence à avoir les têtes de liste, Marion Maréchal au niveau Reconquête, Jordan Bardella pour le Rassemblement National, et puis François-Xavier Bellamy, donc plutôt des gens qui ont une identité forte, qui représentent, qui ont une belle représentation de la France, on va dire. Donc, est-ce que de ce constat, de cet alignement, on va dire, des jetons sur l'échiquier, est-ce qu'on peut espérer qu'il y ait un réveil justement de notre identité française au sein de l'Union européenne ? Alors, c'est une question à tiroir que vous me posez là, mais je vais essayer de m'en sortir quand même. Si ça ne marche pas, vous me redirez. Il y a plusieurs éléments. Défendre les intérêts de la France auprès de l'Union européenne, ça peut se faire de deux façons. Soit en modifiant de manière absolument radicale le logiciel qu'il y a dans la tête du pouvoir exécutif français actuel. De sorte qu'il cesse de suivre comme un caniche les recommandations, voire les injonctions, voire les dictates de Mme von der Leyen de la Commission, et que, ce faisant, il affirme que ça, la France ne peut pas, ou qu'elle n'est pas d'accord, ou etc. C'est possible, il suffit de le décider. C'est très lointain, mais c'est possible. Je veux dire, si on avait un De Gaulle maintenant, oui, on pourrait... ou même je me souviens d'un Sarkozy qui, depuis Bercy, le jour où il y a presque une vingtaine d'années maintenant, un peu moins, alors ministre des Finances, va à Bruxelles pour expliquer que Bruxelles soit d'accord ou pas, l'État recapitalisera Alstom à hauteur de quelques milliards, et si Bruxelles n'est pas content, c'est pareil. On n'a pas été envahi par les chars européens, que je sache, place de la Concorde. Donc, quand on veut, on peut. Quand De Gaulle fait la politique dite de la chaise vide, épisode célèbre des années 60, il y a un moment, on ne peut pas faire sans la France. L'Union européenne ne peut pas faire sans la France. Le drame, c'est que nous avons des mégatonnes, des mégawatts ou des méga je sais pas quoi, de pouvoir d'influence qu'on utilise
Jamais. Alors ça ne changera pas parce que malheureusement l'exécutif, sauf à ce qu'il y soit contraint, et ça va être mon deuxième temps de réflexion, ne modifiera pas cette ligne. Alors attendez, on reste juste un temps sur le premier temps de réflexion. C'est-à-dire un homme fort suffit pour résister. En tout cas, la volonté d'un homme, oui, pourrait commencer à dire ça non. Ça, comme Orban le fait en Hongrie, et d'autres exemples en Europe qui nous disent que quand un gouvernement décide, alors ça peut être plus compliqué, les Polonais d'ailleurs l'ont... on en fait les frais. Oui, on en fait les frais, mais enfin, ils sont pas morts. Ils ont mené leur projet, à ma connaissance, à terme. On a fait semblant de leur rapporter un peu de subvention. Enfin, ils vont leur verser quand même, parce que de toute façon, ça peut pas se faire comme ça, d'un trait de plume. Et puis, ils ont été assez malins pour reprendre le train dans le cadre du conflit russo-ukrainien. Donc tout ça va s'arranger. Mais pardon, mais ça c'est aussi un élément qui était une ligne qui était défendue par Reconquête et par Éric Zemmour même pendant la présidentielle, en citant en grande pompe l'exemple italien de Giorgia Meloni. Et on voit que Giorgia Meloni aujourd'hui, il avait dit stop à l'immigration. Et aujourd'hui, il y a encore un article qui est sorti pour dire plus 103% d'arrivage d'immigration depuis son arrivée en janvier. Oui, alors ça... donc l'homme fort ou la femme forte, ça marche peut-être pas à tous les coups malgré tout, parce qu'on sent qu'il y a quand même C'est une affaire qui est compliquée parce que en réalité, les pays de l'Europe de l'Ouest, je parle des pays latins, c'est-à-dire France, Espagne, Italie, Portugal, dans une moindre mesure, mais tout de même, sont tellement faibles à cause de leur surendettement qu'en réalité, un certain nombre de contraintes pèsent sur eux et qu'on peut, non pas les mener par le bout du nez, mais enfin leur faire faire. Donc ça annule peut-être le premier point sur le point de l'homme fort. Il y a aussi, des moyens de remettre ça en place et de résister. Et de toute façon, je pense que, révérence gardée pour nos amis et nos cousins italiens, le poids de la France dans l'Europe est un peu supérieur à celui de l'Italie et qu'on a davantage de marge de manœuvre quand on se les donne. En revanche, notre dette, elle n'est pas au top non plus. Donc... Ah non, c'est peu de le dire. C'est peu de le dire. Et je fais partie de ceux qui pensent, mais ça, c'est une réflexion que peut-être vos interlocuteurs qui sont plus férus d'économie que moi pourraient développer. Une des raisons pour laquelle on a fait la pole à François Hollande, c'est que à François Fillon, en 2017, dont j'étais un porte-parole, vous en souvenez peut-être, c'est qu'il était clairement affiché sa volonté de désendetter la France, mais pour de vrai. Ça n'a pas dû plaire du tout au monde banquier, au monde financier, qui évidemment s'engraisse à chaque fois que la France émet des obligations ou contracte des emprunts. Donc, si vous voulez, il y avait là quelque chose de... Bon, le poids des organismes financiers sur les politiques aujourd'hui est très important, mais on peut, malgré tout... Bon. Et puis la deuxième voie, celle du Parlement, parce que le Parlement européen est co-législateur avec la Commission. Mais moi je croyais que la deuxième voie c'était le Brexit. Frexit. Non, c'est une synthèse des deux. C'est-à-dire que à partir du moment où on installe au Parlement européen, et là-dessus, je pense que avec Marion Maréchal et probablement aussi le Rassemblement national, nous serons d'accord sur ce point. Si jamais, avec l'aide d'un certain nombre de pays qui maintenant sont dirigés par des majorités conservatrices, comme il y en a de plus en plus, dans le centre de l'Europe, et puis tous ceux qui pointent leur nez l'Ouest européen, alors le centre de l'Europe, l'Italie maintenant aujourd'hui, bien sûr, les partis espagnols, le parti allemand, les Danois, partout tout ça grouille. Si jamais, imaginons, une majorité conservatrice entrait au Parlement européen en juin prochain, alors... évidemment, moyennant qu'évidemment tous ces conservateurs se mettent d'accord, ce qui reste à faire, mais on peut imaginer que sur un certain nombre de points fondamentaux, ils le seraient, eh bien, le Parlement européen serait en capacité d'entraver de manière considérable les capacités de la Commission et de faire valoir, des intentions conservatrices, plutôt que de se laisser bouffer par... Donc vous voulez renverser l'Europe de l'intérieur. Je pense que là-dessus, il est aligné sur Reconquête, finalement, qui critique l'Europe de Bruxelles tous les jours, mais qui dit restons quand même dans l'Europe de Bruxelles, on la renversera de l'intérieur. Oui, alors je ne sais pas si on peut la renverser de l'intérieur, ça j'y crois peu. En revanche, je pense qu'il y a tous les moyens pour infléchir, commencer par là, infléchir le cours des choses en étant présent politiquement. Mais ça, il faut des députés qui travaillent. J'invite les électeurs dans le bilan d'action des parlementaires sortants européens, qu'ils aillent regarder qui a travaillé, qui n'a pas travaillé. Peut-être qu'ils auront aussi des idées pour infléchir leur vote. Il faut des parlementaires qui travaillent, il faut des responsables politiques qui montent au créneau, il faut un projet partagé. Et puis, ce que je crois, c'est que il faut sans doute procéder par étapes. Dans le livre La Voix du Peuple qui est à côté de vous, Clémence,
j'ai écrit il y a 3 ans que je n'exclus pas. Merci. Je n'exclus pas l'hypothèse du Frexit. Je ne l'exclus pas. Je pense que de 2 choses l'une. Soit nous réussissons à obtenir des conditions d'adhésion à l'Union européenne révisées pour la France avec un régime d'option que nous n'avons pas mis en œuvre. Par exemple, vous savez que les Danois ont un régime d'option sur les politiques migratoires. On pourrait s'inspirer de cet exemple. Mais ça, c'est très intéressant, sauf qu'apparemment, une fois que ça a été voté, on peut plus revenir sur ces régimes d'opting out. On ne peut plus sortir. Je suis moins sûr que ça. Encore une fois, nous sommes la France et les conditions d'adhésion doivent pouvoir être renégociées. Et puis, si ça ne va pas, c'est pareil. Vous savez, il y a des tas de mécanismes de suspension d'application des traités. Regardez Schengen, par exemple. J'aurais entendu dans ma vie un ministre socialiste expliquer qu'il fallait suspendre les accords de Schengen et fermer les frontières françaises après les attentats. Il avait d'ailleurs bien fait. On aurait dû faire pareil au moment de la crise sanitaire. C'est possible. Il y a beaucoup de possibilités qui sont offertes par les traités, ce qui se comprend d'ailleurs, parce qu'il faut quand même des soupapes de sécurité. Mais je crois que il y a des outils pour faire en sorte que les directives, les règlements soient révisés, que les conditions d'adhésion de la France soient révisées, qu'on entre dans un certain nombre de refus de politique publique, qu'on fasse savoir que ça, la France ne le fera pas. Même s'il faut payer des amendes à cause de la CEDH, on paiera les amendes de la CEDH, mais tant pis. Il y a des choses qu'on doit pouvoir faire. Et si on n'arrive pas à ça, alors oui, à ce moment-là, le Frexit devient la seule option possible, parce qu'on n'aura pas réussi à réformer les choses. Mais si vous commencez par dire aux Français, vous allez rire, j'ai une bonne nouvelle pour vous, après-demain matin nous sortons de l'Europe, alors je crains beaucoup. Mais c'est toujours le même problème, vous dites tous la même chose en fait. Tout le monde a peur de la réaction du peuple face à l'annonce d'un Frexit. Moi j'ai pas peur de la réaction du peuple du tout. La réaction du peuple me fait jamais peur. Alors vous avez peur de quoi ? Je n'ai peur de rien, à part de l'enfer et de la colère de ma femme, comme je dis souvent. Oui, alors c'était quoi la suite de votre phrase ? Non, mon problème c'est que je ne sais pas dire aux gens ce qui se passe. Le lendemain, le surlendemain, 3 jours après, 4 jours après. Et dans ma responsabilité personnelle d'homme politique, je me dois de pouvoir dire à ceux à qui je m'adresse, voilà, je vous propose ça, et voilà ce qui va se passer le lendemain, le surlendemain, et voilà à quoi il faut vous attendre. En réalité, on n'en sait rien. Parce que la grande incertitude, c'est que personne ne connaît la réaction de tous nos partenaires, quels qu'ils soient, les partenaires de la France à l'extérieur, par rapport à des dimensions de sortie et d'annonce de sortie ou de volonté de sortir de la France. Maintenant... Et si on fait un référendum, par exemple ? Alors voilà, ça c'est une excellente idée, mais je pense qu'il faudrait le faire. Il faut faire très attention. On est en train de manipuler de la dynamite en réalité avec cette affaire. Vous savez, je le disais tout à l'heure, je ne m'en réjouis pas, mais c'est un élément à prendre en considération dans le panorama global. La fragilité financière de la France est telle que si jamais nous annonçons de manière formelle notre volonté de quitter l'Union européenne, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je n'ai pas. Quand je dis je ne sais pas, ça veut dire littéralement que j'en sais rien. Je ne sais pas ce que seront les réactions des marchés financiers. Je ne sais pas si on pourra continuer à emprunter. Je ne sais pas si les taux de nos emprunts vont pas exploser. Je ne sais pas tout ça. Et donc on peut se retrouver encore plus à la merci de ceux qui déjà nous mènent un peu par le bout du nez, comme je disais tout à l'heure, alors qu'on recherchait exactement l'effet inverse. Donc, moi je crois plutôt que demander l'avis du peuple français sur cette question, c'est essentiel. Organiser un grand débat public sur ce que c'est que le Frexit pour de vrai, et comprendre quelles sont les conséquences, qu'est-ce qui peut se dérouler le lendemain, le surlendemain, comment vont marcher les marchés financiers, est-ce qu'on peut avoir des contre-mesures sur ces choses-là, comment est-ce qu'on sécurise l'épargne des citoyens français, comment est-ce qu'on sécurise l'avoir des entreprises en France comme à l'étranger quand c'est libellé en euros, parce que qui dit sortir de l'Union européenne dit sortir de l'euro, c'est concomitant, ça ne peut pas être l'un sans l'autre. Bon. Donc si vous voulez, tout ça est très complexe. Donc moi je suis favorable, à ce que il y ait un grand débat public en France sur la question du Frexit, parce que c'est pas une maladie honteuse, c'est pas une maladie contagieuse. On le voit d'ailleurs, mais la maladie est plutôt positive aujourd'hui pour le Royaume-Uni, contrairement à ce que nous avez annoncé. Alors ça s'est pas fait sans mal, mais... aujourd'hui, le PIB est au-dessus de celui de l'Italie, de l'Allemagne et de la France. Nous sommes d'accord, à la différence près qu'il n'était pas dans l'Union européenne, enfin il n'avait pas l'euro comme monnaie. Oui. Et ils sont sortis avec la bénédiction des Américains, ce qui sans doute a pu faciliter aussi l'exercice. Bon, premier élément. Deuxième élément, organisons ce débat public
pour comprendre ce que ça veut dire. Parce que on dit Frexit comme ci, Frexit comme d'autres disent Europe de temps en temps. Ça devient une espèce de mantra et c'est pas très bon. Comment faire ce débat public ? Organisons-le, comme on l'a fait sur le traité de Lisbonne à l'époque, comme on l'a fait sur des tas d'autres sujets. Ayons un débat public collectif digne de ce nom. Imaginons, dans la réforme constitutionnelle d'ailleurs, ce serait intéressant, la réforme sur le référendum, puisque le président de la République est parti pour organiser des choses, non ? Je lui suggère d'inventer un référendum consultatif, c'est-à-dire une consultation électorale en grandeur nature, avec une vraie question posée aux Français, mais qui n'emporterait pas mécaniquement de transcription dans la Constitution ou dans la loi. Pour faire en sorte que on sorte un peu de la République des sondages quand on en a envie, et de se dire, voilà, il y a une vraie consultation, les gens vont voter, etc. Mais on est d'accord pour dire que c'est un référendum consultatif, donc on le fait pour savoir quel est l'état d'opinion. Et pas pour savoir si on garde ou pas Macron. Et pas... Alors non, parce que ça c'est un référendum là-dessus, ça c'est impossible. Non, mais ce que je veux dire, c'est que souvent dans un référendum, derrière, il y a la question de est-ce qu'on dégage l'homme politique en place. Oui, alors c'est pas toujours vrai. Par exemple, le référendum sur le quinquennat, c'était pas le cas. Du tout. C'est d'ailleurs le dernier vrai qui a eu lieu dans notre pays et qui a respecté un peu l'esprit initial du référendum. Mais là, si c'est consultatif, on demande leur avis aux Français et on le fait de manière formelle en disant voilà, votre avis c'est ça, et on constate qu'il y a 53,7% des Français qui sont d'accord avec le Frexit. Mais à ce stade, ça n'emporte pas de décision. Et imaginez-vous quand même que, avec un tel référendum sous le bras, un tel résultat, quand le chef de l'État va aller à Bruxelles en disant bon, alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Parce que moi, là, il y a des gens derrière moi là, qui disent qu'il faut sortir de l'Union européenne. Je les ai consultés par référendum, ça a été compté dans les bureaux de vote, etc. Tout ça, c'est clair. C'est un instrument de négociation supplémentaire. C'est pour ça que je dis la perspective du Frexit comme la dernière solution à envisager s'il reste à échouer. Je suis d'accord avec ça, je l'ai même écrit. Oui, ça reste même une carte en fait. Mais il faut que ça soit une carte de négociation parce que je pense malgré tout que nous avons intérêt, alors selon des modalités changées, il y a toutes les questions des monnaies uniques, monnaies communes qu'on peut reposer, il y a toute la question de négociation possible. La souveraineté surtout. Bien entendu, des questions de la souveraineté, mais la souveraineté, c'est comme le fric, c'est pas un but en soi, c'est un moyen. C'est une question, d'ailleurs, Michel Onfray a dû vous dire la même chose il y a quelques jours. C'est un de ses mantras, je partage. C'est un des nombreux sujets sur lesquels je suis d'accord avec lui. D'accord, il faut un homme politique qui soit souverain, pas... c'est ça, sinon, ça sert à rien. Il faut qu'un État soit souverain, en tout cas, et qu'il soit souverain, et que la souveraineté se mette au service d'un projet politique, parce que la souveraineté, c'est un moyen comme d'autres, au fond. Donc je crois, le Frexit ne m'effraie pas, la réaction du peuple français ne m'effraie pas, je n'ai pas peur de quoi que ce soit, je dis simplement, je ne me sens pas capable aujourd'hui, parce que je n'ai pas assez d'éléments d'appréciation, de dire très clairement, moi je pense que le Frexit tout de suite comme ça sans préalable, c'est la solution. Je ne crois pas ça. Des éléments de contexte me le font dire, la nécessité de maintenir avec nos voisins des relations fructueuses, normales, etc. me le fait dire, et l'exemple de l'Angleterre sous ce rapport à ses limites, parce que les relations de l'Angleterre avec l'Union européenne et avec la France en particulier ont toujours été un peu bigarrées. Donc je crois tout ça, et je pense que il faudrait être intéressant, alors je crois que ça existe dans un ou deux pays d'Europe, ces référendums consultatifs, peut-être mettre ça en place pour se donner les moyens justement de prendre pour de vrai, de connaître pour de vrai la volonté de l'opinion publique française sur un sujet et de s'en servir comme d'un instrument, soit d'appréciation, soit de décision, soit de négociation. Alors, c'est très clair, sauf qu'il y a une chose aussi qui est claire, c'est qu'Emmanuel Macron ne le fera jamais, puisque son objectif n'est absolument pas de sortir de l'Europe. Ah non, alors et surtout pas de cette Europe-là. Sur ce plan-là, non, mais encore une fois, j'ai plaidé dans le livre que vous avez eu la gentillesse de montrer à l'instant pour une utilisation accrue du référendum. Sur beaucoup de sujets, je ne partage pas du tout l'avis selon lequel on ne pourrait pas organiser des référendums sur des tas de sujets. En réalité, le chef de l'État fait ce qu'il veut avec le référendum, et le Conseil constitutionnel est prié de suivre parce que c'est comme ça que ça marche. Alors, formellement, peut-être que... Mais, utilisation accrue du référendum, j'ai plaidé pour l'abaissement des seuils pour l'organisation des référendums. Alors moi, je ne parle pas de référendum d'initiative citoyenne, mais celui qui existe déjà dans les textes, c'est-à-dire le référendum d'initiative partagée. Les seuils sont trop hauts. Il y a des modifications à imprimer dans les textes pour qu'ils soient réellement opérationnels. Il ne l'est pas pour l'instant. Donc dotons-nous de ces éléments-là et ajoutons à cela le référendum consultatif qui serait une bonne carte nouvelle. Alors, vous allez pouvoir tous poser vos questions d'ici 1 minute. Donc on attend vos questions. Vous êtes déjà nombreux d'ailleurs à avoir commencé. Pour continuer cet échange avec Jean-Frédéric Poisson, je voudrais juste une dernière question de ma part. Puisque là, on a vu le rapport de force, vous l'avez dit, on peut déjà commencer par reprendre le pouvoir finalement au sein du Parlement avec tout ça. Concrètement,
Jean-Frédéric Poisson, vous faites quoi, vous, pour les européennes ? Nous sommes très engagés historiquement, puis depuis quelques années encore davantage, sur deux choses qui nous tiennent à cœur et qui, je crois, tiennent à cœur à beaucoup de Français. C'est la défense des libertés individuelles et des libertés publiques et la protection de notre modèle social. Deux choses qui sont en train d'être défoncées au bulldozer par la Commission, par les institutions européennes. Quand je parle de modèle social, je parle de cet équilibre que j'évoquais tout à l'heure entre l'État, la responsabilité individuelle, la capacité de mener ses propres projets, la capacité de créer de la richesse, mais le fait que chacun d'entre nous, jeune ou vieux, a une assurance maladie, a une assurance retraite si les régimes sont maintenus, mais devrait, peut accéder à de la prévoyance, a une assurance chômage s'il n'a plus d'emploi, a la possibilité de faire du dialogue social et de se faire représenter dans des entreprises, etc. Tout ça, c'est le modèle social à la française. Ça, c'est en train d'être détruit et saboté par l'Union européenne. Nos libertés individuelles et publiques, dont la France a été un modèle longtemps, sont en train d'être sabotées et décapitées par l'Union européenne. C'est ça, le sujet des élections européennes. Ouais. Et c'est d'autant plus ça que nous avons, nous, une ligne, et d'ailleurs elle est assez largement partagée avec nos amis de Reconquête. C'est ce qui a expliqué aussi que nous travaillons ensemble depuis la candidature d'Éric Zemmour. Parce que vous avez quand même mais concrètement, parce qu'il nous reste peu de temps, après on aura le temps de développer encore les sujets avec les questions, mais concrètement vous avez dit que c'était une très bonne chose que Marion Maréchal soit à la tête de liste des Européennes pour Reconquête. Ça veut dire que que VIA va rejoindre Reconquête sur cette liste. Nous avons une convention qui indique qu'on est par principe ou en tout cas sous bénéfice d'inventaire candidat sur les mêmes listes aux élections. Et donc moi j'envisage tout à fait qu'effectivement nous ayons un accord avec Reconquête pour les élections européennes. Je vois même pas comment ce serait possible autrement. D'autant plus que il me semble que l'orientation de Reconquête, qui est très centrée sur les questions migratoires, qui sont évidemment très importantes, mais comme disait Éric Zemmour lui-même pendant la campagne, l'immigration n'est pas la cause de tout, elle aggrave tout. Et parmi les choses qu'elle aggrave, il y a la diminution de nos libertés et le péril qui pèse sur notre modèle social français. Ces deux éléments-là doivent être au cœur de la campagne européenne. S'ils ne sont pas au cœur de la campagne européenne, alors je crains qu'on ne parle pas suffisamment aux Français ce qui les attend. Il faut qu'ils comprennent ce qui les attend et ce qu'ils sont d'ailleurs, ce qui les attend, ce qu'ils sont en train de vivre déjà. Mais s'ils ne sont pas le cœur de la campagne de Reconquête, est-ce que vous continuerez de parler avec Reconquête ? S'ils le deviendront, parce que nous avons porté ça dans le débat public sous cette forme et avec nos amis de Reconquête. D'accord, c'est clair. Alors, on ouvre les questions désormais de nos auditeurs, de nos abonnés tipeurs qui nous suivent en ce moment en direct. Monsieur Poisson, pensez-vous que la loi sur l'euthanasie fera l'objet d'un référendum ? Alors, la loi sur l'euthanasie, elle ne s'appelle pas comme ça, c'est la loi sur la fin de vie. Fera l'objet d'un référendum. Quelle est votre position et pourquoi ? Alors, non, je pense qu'il n'y aura pas de référendum sur ce sujet. D'abord parce que la volonté du gouvernement est de passer par le Parlement et pas autrement. Ma position sur le sujet est très claire. Je suis en faveur de la défense, nous sommes en faveur de la défense de la dignité humaine depuis la conception jusqu'à la mort naturelle, et la légalisation de l'euthanasie est absolument pour nous exclue. Si je peux prendre une minute ou une minute et demie pour détailler. Légaliser l'euthanasie, ça voudrait dire, comme le dit très bien mon collègue Jean Leonetti, passer d'une loi pour ceux qui vont mourir, ce qui est l'état actuel de la loi, à une loi qui est faite pour ceux qui veulent mourir. Et c'est tout à fait différent. C'est à ce point différent que la première loi est dans le Code de la santé publique, celle qui arrive sera dans le Code pénal. Donc là encore, on change d'ordre, c'est pas du tout la même chose. Et troisièmement, inscrire dans le droit français la transgression suprême, c'est-à-dire le droit de tuer quelqu'un en dehors des situations de légitime défense, est une blessure, une faille dans le système de droit français qui en comporte déjà beaucoup, mais celle-là est absolument béante. Et chacun doit comprendre que si effectivement il n'a plus la garantie que sa dignité sera protégée au point qu'on ne peut pas attenter à sa vie, quelles que soient les circonstances, c'est ça le droit d'aujourd'hui, si on supprime ça, alors il arrive ce qu'il arrive lorsque les logiciens nous avertissent qu'il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée. C'est soit l'un, soit l'autre. Quand elle est entrebâillée, elle est ouverte. Et là, la législation sur l'euthanasie, c'est bien plus qu'un entrebâillement. C'est
une capacité en fait de légitimer toutes sortes de dérives une fois qu'on a légitimé la dérive suprême qui consiste à mettre fin au genre de quelqu'un. Et on a vu d'ailleurs des exemples, je crois que c'est en Belgique, d'une jeune fille qui a subi un traumatisme et qui a désiré mourir et qui est morte alors qu'elle n'avait aucune maladie, seulement à cause de son traumatisme psychologique. Absolument, mais toutes les dérives sont possibles. On entend déjà dans les lits de maisons de retraite ou d'hôpitaux, des personnes qui sont souvent des personnes âgées qui disent je suis un poids pour les miens, il faut que je m'en aille, etc. Enfin, heureusement qu'on peut les conforter pour leur dire mais non, enfin, bien sûr, mais après tout, il y a des charges aussi qui valent le coup d'une certaine manière d'être portées. Bon. Un point pour terminer sur ce sujet, pour partager cette réflexion avec nos auditeurs. Il y a en droit français, en droit social du travail, une disposition qui interdit à un salarié qui signe un accord de départ avec son employeur de renoncer à ses congés payés. C'est-à-dire, vous n'avez pas le droit de dire dans la négociation tu voulais me licencier, très bien, pour faciliter la négo, comme vous trouvez que ça coûte cher, non, je renonce à mes congés payés. On n'a pas le droit de le faire. Pourquoi ? Parce qu'on considère que... Il y a une pression. Non. C'est bien pire que... Enfin, c'est bien mieux que ça. On considère que les congés payés sont une mesure d'ordre public social. Et que, en renonçant à quelque chose qui est d'ordre public social, on fragilise tout le dispositif des garanties qui vont sur tous les salariés. Autrement dit, il y a des cas, il y en a d'autres, dans le droit français où on dit, non, la volonté personnelle ne peut pas aller au-delà de ce qui est considéré comme des mesures d'ordre public qui sont protectrices pour tous. De la même façon, accéder à la demande de quelqu'un qui voudrait être assisté pour mourir consiste à fragiliser l'ensemble des garanties dont nous sommes tous sujets. C'est un peu comme l'histoire du lancer de nain qui était interdit parce qu'on atteignait la dignité de l'homme. Exactement, c'est du même ordre. Ça n'a pas dépassé la liberté individuelle. Même si le nain était d'accord pour être lancé. Exactement. Monsieur Poisson, est-ce que les députés européens ont les moyens de s'opposer aux lois liberticides de Bruxelles ou sont-ils, comme à l'Assemblée, que des marionnettes du système ? Cher monsieur, je ne sais pas si c'est un monsieur ou une dame qui pose la question. Bon, alors madame, monsieur, tout et toutes, comme dirait Emmanuel Macron, celles et ceux, tout ça, voilà. Les députés de l'Assemblée nationale sont des marionnettes parce qu'ils ont décidé de l'être. Pour vous raconter une petite anecdote personnelle, je vais essayer de ne pas être trop long là aussi. J'ai été en charge, alors que j'étais vice-président de la commission des lois, du contrôle de la mise en œuvre de l'état d'urgence par le ministère de l'Intérieur après les attentats du Bataclan. Cette décision de contrôler la façon dont l'État opérait à l'époque a été prise conjointement avec évidemment l'accord des groupes d'opposition dont j'étais et le vice-président que j'étais, mais à l'initiative du président de la commission des lois de l'époque, socialiste, valsiste, c'est-à-dire qui était dans le courant politique du Premier ministre de l'époque, et contre l'avis de Matignon et de la place Beauvau. Mais le président de la commission des lois a considéré que, compte tenu de la gravité de la situation, il fallait s'assurer que l'État faisait les choses correctement et que l'état d'urgence était correctement appliqué. Donc vous voyez que j'en ai comme ça des tas à vous proposer. Quand les députés ont un peu de moelle, ils font leur métier correctement et ils exercent le contre-pouvoir qu'ils doivent exercer. Quand j'étais dans la majorité, dans le mandat de M. Sarkozy, combien de fois il y a eu des allers-retours entre la majorité et le gouvernement parce que la majorité n'était pas d'accord avec des dispositions, j'ai vu ça tout le temps. Donc là, c'est un manque de moelle qu'il faut critiquer à l'Assemblée nationale. Malheureusement, la moelle, ça ne s'achète pas à l'épicerie, donc quand on en manque, c'est en général pour longtemps. Je reviens à ce que j'évoquais tout à l'heure, le Parlement européen est co-législateur avec l'exécutif. Et donc, on attend de lui qu'il exerce sa responsabilité. Ouais. Ne pensez-vous pas que l'État est un nain, car il est incapable de s'occuper des hautes fonctions régaliennes, mais qu'il est capable de fourrer son nez dans les affaires des autres ? Pardon, je découvre les questions avec vous. Oui, ça fait référence à une petite devinette qu'on racontait quand on était à l'école, cette affaire-là, oui. Il est devenu, malheureusement, et encore une fois, j'ai connu, y compris localement ici à Rambouillet, quand j'étais, pendant mes mandats d'élu local, un État présent, des équipes à la sous-préfecture qui étaient en nombre, qui étaient à l'appui des collectivités locales, qui répondaient aux demandes, qui étaient même de temps en temps en conseil, enfin, c'était l'État, il y a encore une quinzaine d'années. Ça s'est délité à toute vitesse, et je crois que ça fait partie des sentiments de dépossession et un peu peut-être même de dépression ou de désemparement en tout cas que connaissent beaucoup de nos concitoyens en voyant que on n'a jamais payé autant d'impôts
Et qu'on n'a jamais été aussi mal servi par la puissance publique. Ça va poser la question des impôts d'ailleurs. Et bien entendu. Et de la légitimité. Et du consentement, c'est évident. D'ailleurs, elle est déjà posée dans une large mesure. Et au fond, je crois que là encore, c'est la force de l'État s'exerce là où elle ne devrait pas et ne s'exerce pas là où elle devrait. Exactement. C'est ça le grand drame de notre existence. La tentation dans ces cas-là de l'État, c'est d'en rajouter, et donc de forcer les règlements, davantage de contraintes pour que, évidemment, il essaye de compenser, l'autorité essaye de s'asseoir sur des choses qui... Voilà. Et c'est la raison pour laquelle je pense qu'à partir de là, on peut rejoindre la réflexion que j'évoquais tout à l'heure sur la défense de nos libertés et le fait qu'elles sont mises en danger. Pourquoi ? Parce que celui qui devrait les défendre est faible. Donc il se renforce, et donc en se renforçant, il doit contraindre des autres. Mais l'autre tentation de l'État dans ce cas-là, c'est le prélèvement à la source, puisque même s'il n'y a pas consentement, il y a prélèvement. Oui. Et là, on arrive sur aussi un... C'est une des raisons pour lesquelles je m'y étais opposé comme parlementaire, parfaitement conscient de cette dérive-là. Effectivement, ce qui est pourtant un article de la Déclaration des droits de l'homme, puisque le consentement du contribuable fait partie des garanties que devrait proposer le régime français. C'est un vrai problème. Alors, allez, on va prendre encore une question, puisqu'il nous reste 1 minute. Alors, réponse courte, alors. Oui, exactement. Cher Monsieur Poisson, seriez-vous favorable à la mise en place d'un référendum d'initiative populaire ? Et puis, je vous lis la deuxième question. Est-ce qu'aux européennes, VIA sera avec Marion Maréchal ? Personnellement, j'espère. Voilà, donc celle-ci, vous avez déjà plus ou moins répondu. Alors, j'ai répondu aux deux. Oui, bien sûr. Si je peux me permettre de vous renvoyer à mon livre La Voix du Peuple, où j'ai un chapitre entier consacré au référendum et en particulier au RIP, comme on dit, et bien sûr que, je pense utile, souhaitable pour nous tous, que nous puissions coopérer activement avec Marion Maréchal et nos amis pour les élections européennes. En tout cas, nous allons nous y employer. Et bien voilà, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Jean-Frédéric Poisson. Merci de votre invitation. Et La Voix du Peuple, justement ce peuple qui n'a peut-être pas toujours la voix en ce moment. Donc on est très heureux de vous entendre. Merci encore. Merci.